c'est parti. Du coup, aujourd'hui, le webinaire va porter sur la thermique, les différents types de calculs de thermique qu'on peut lancer sur Molflow. Donc, on va parler de la thermique BEM et de la thermique FM. Ce qui fait que c'est un sujet qui est extrêmement dense. Donc, pour aujourd'hui, le webinaire il risque de durer plutôt aux alentours de 45-50 minutes pour la partie présentation. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation dans la section questions du webinaire. Et je tâcherai d'y répondre à la fin de la présentation. Évidemment, ce webinaire est enregistré, ce qui fait que si jamais vous voulez obtenir la rediffusion, eh bien, n'hésitez pas à nous le demander au support technique. Donc, avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Sébastien Faure. Je suis chez Applicit depuis maintenant 4 ans. J'ai intégré Applicit il y a 4 ans, au poste donc d'ingénieur application. Je m'occupe chez Applicit de la partie formation, prestation de services, support technique avec le logiciel donc Molflow. Et aussi d'autres solutions, donc par exemple Fusion pour la partie CAO et simulation Réo et Mecha, et également NetFab pour la partie impression 3D. En expérience, j'ai travaillé 4 ans au sein de l'industrie automobile chez Autoliv en tant qu'ingénieur simulation, et avant ça j'ai eu diverses expériences dans différentes sociétés, donc une PME qui était Plastic Brenez, Legrand à Limoges, et ABC Technologies qui a été renommé EKK. Et enfin, j'ai en cursus scolaire un baccalauréat professionnel en plasturgie et composite, un BTS en plasturgie et composite, et le diplôme d'ingénieur de l'ISPA qui est un diplôme spécialisé en plasturgie et composite. Hop, je continue. Après ça, je vais rappeler tout ce que vous pouvez trouver sur notre site internet. Donc sur notre site, vous avez un onglet événements dans lequel vous allez pouvoir retrouver le calendrier de nos événements, c'est-à-dire les formations que l'on peut donner en inter-entreprise, donc sur nos agences. Vous trouverez aussi les différents webinaires qui sont organisés, et également tout ce qui est événement type le club utilisateur Molflow qui a eu lieu il y a 2 semaines de ça, par exemple à la ville de Lyon. Aussi, sur notre site, vous retrouverez le blog Applicit dans lequel vous allez retrouver énormément d'articles sur l'utilisation. C'est des trucs et astuces sur l'utilisation donc de Molflow, mais pas que. Ça nous arrive aussi de publier énormément d'articles sur Fusion, sur divers sujets, que ce soit par exemple le rendu, la CAO, et bon, évidemment sur Molflow, c'est surtout sur l'utilisation du logiciel Molflow Insight et Advisor. Donc aujourd'hui, le webinaire est sur la thermique FEM, thermique BEM, et donc globalement le calcul de simulation de thermique sur Molflow, mais également vous retrouverez pour la rentrée en septembre d'autres sujets, notamment la lecture et compréhension approfondie d'une carte matière. En octobre, il y aura la conception des pièces plastiques dans Fusion. En novembre, les nouvelles options de data fitting, et en décembre, Scandium, la présentation de toutes les options Scandium, donc qui est la version bêta de Molflow 2024. Donc, l'introduction de le sommaire plutôt de ce webinaire. Je vais commencer déjà par introduire le sujet. Par la suite, je parlerai des différents types de simulations isothermes que l'on peut lancer sur Molflow, parce qu'il faut savoir voilà, que par défaut, si on n'intègre pas la thermique dans notre simulation Molflow, eh bien, la simulation est considérée comme étant isotherme. Ensuite, je parlerai très brièvement des thermiques dans les outillages, des différents types de systèmes de régulation que l'on peut trouver et in fine qu'on peut modéliser sur Molflow. Après, je rappellerai les paramètres nécessaires pour lancer une simulation thermique, donc c'est-à-dire quelles sont mes données d'entrée nécessaires si je veux lancer correctement ma simulation thermique. Et enfin, Molflow et la thermique, où là, on parlera plus en détail des différents types de calculs, c'est-à-dire la thermique BEM ou la thermique FEM. Et également, on parlera des différents résultats que l'on peut obtenir. J'évoquerai aussi les différents temps de calcul pour chacune des séquences d'analyse que l'on peut lancer. Et enfin, je conclurai ce webinaire et il y aura la partie questions-réponses juste après.
Alors, en introduction, les échanges thermiques entre la régulation et l'empreinte d'un moule est essentiel dans le cadre de l'injection plastique. Alors, c'est essentiel surtout pour bien venir caractériser l'évolution de la gaine solide lors de la phase d'injection d'une pièce, donc durant notamment sa partie compactage. Et donc, tout cela va venir influencer le retrait de la matière et à la fin, la déformation. Donc, ces échanges thermiques entre le moule, la pièce injectée et les systèmes de régulation vont considérer les échanges entre donc la matière, les empreintes injectées, le système d'alimentation, les circuits de régulation, le fluide caloporteur et les différents composants de l'outillage. Donc, dans un premier temps, les options de simulation isotherme. Donc, là, je vais évoquer tout ce qu'on peut intégrer sur Molflow si on n'a pas la thermique de modéliser. Et quelles sont les hypothèses lancées par le logiciel lorsque la thermique n'est pas représentée dans notre outillage. Donc, par défaut, lorsqu'on va lancer une séquence d'analyse, on va dire standard de remplissage, compactage, gauchissement, eh bien, on va pouvoir entrer dans les paramètres process une température moule. Cette température moule sera appliquée sur tout le contour de la pièce. C'est-à-dire que l'hypothèse donnée, c'est qu'on a notre pièce plastique. Cette pièce plastique va être entourée d'un acier sur tout l'espace de l'écran ou tout autour de la pièce. Il faut s'imaginer sur l'interface, tout ce qu'il y a autour de la pièce, c'est de l'acier. Et cet acier sera régulé à la température indiquée. Donc ici, c'est 50 degrés. Donc ça signifie que de manière homogène, toutes les parties d'acier en contact avec ma pièce seront régulées de 50 degrés du début à la toute fin de mon injection. Donc, on peut dire ici que notre thermique est parfaite parce qu'on maîtrise exactement la température qui est appliquée du début à la fin de l'injection sur la pièce. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas, on va dire, propre à la réalité. Donc, on va négliger tous les échanges thermiques que l'on pourrait avoir entre la matière injectée, l'acier et les circuits de régulation. Donc, il est possible néanmoins de lancer différents types d'analyse isotherme. Donc, on a avec une température constante, c'est ce qui est le plus largement utilisé. Avec une température variable en fonction du temps, on va pouvoir sélectionner un modèle, des éléments et des surfaces et dire, bon, ben, ici, dans le temps, la température va tout de même varier. Et enfin, on va avoir avec la possibilité de déterminer une température pour chaque partie du moule, partie fixe, partie mobile. Donc, avec une température constante, c'est simple, comme je le disais, dans les paramètres process, on a l'onglet température du moule, on indique une température, et cette température sera donc appliquée du début à la fin de notre injection pour l'acier qui constitue notre moule. Ensuite, on a la possibilité de lancer avec une température variable en fonction du temps. Donc pour cela, voilà, il faut venir sélectionner le modèle qui nous intéresse. Donc là, je l'ai mis sur toute la pièce, ma température variable. Faire clic droit, aller ensuite dans Propriétés. Alors ça va venir. Voilà, Propriétés. À la suite de ça, aller dans Mold Surface Température, cliquer sur l'onglet et là on voit qu'on a constant ou profil. Et donc profil, on peut venir rentrer un profil de température variable. Voilà, je peux l'éditer, entrer un profil. Donc de 0 à 1000 secondes, ici par défaut, c'était 60 degrés Celsius. Je peux mettre par exemple à T0, je veux 80 degrés Celsius et à T 80 secondes, je veux par exemple un petit peu plus, je veux 80 ou une autre type de température. Et à la fin, on va voit Profile Plot, visualiser le profil, voilà, j'avance un peu la vidéo, de température que l'on a appliqué, que l'on va appliquer sur notre pièce. Donc ça permet voilà, de faire quelque chose de variable en fonction du temps, sans avoir eu à rentrer des circuits de régulation. Donc évidemment, ça impacte les résultats. Donc là, c'est une analyse simple d'une injection sur une cuve de radiateur. Et donc là, on constate notamment pour le même laps de temps l'évolution de la gaine solide. Donc à gauche, c'est le résultat avec une température constante et en rouge, c'est le résultat avec une température variable. Donc notamment, on voit que la lèvre supérieure de la cuve est solidifiée.
Aussi, on a du coup la possibilité de déterminer une température pour chaque partie de notre moule. Donc là, par exemple, je vais sélectionner les éléments qui constituent la surface intérieure de ma boîte. Je peux venir ensuite faire clic droit, propriété. Je peux dire après définir une température de surface moule constante. Et là, pour ces éléments sélectionnés, je vais définir, par exemple, voilà, 20 degrés. Et ensuite, je sélectionne les éléments qui constituent la phase fixe de mon modèle, la phase qui sera en contact avec les éléments fixes de mon moule, et je vais déterminer une température qui sera autre. Et par conséquent, j'aurai bien deux températures, une pour ma partie fixe et une pour ma partie mobile. Et cela impacte réellement les résultats. On le voit ici, notamment avec le profil de retrait volumique, moyen dans l'épaisseur. Donc à gauche, c'était le résultat avec une température constante. À droite, la même chose, mais avec deux températures différentes dans le noyau de mon empreinte et sur la partie empreinte de mon moule. Et donc là, on voit bien un profil de retrait volumique différent entre mes deux essais. Donc là, on a vu les différentes options pour les moules isothermes. Maintenant, il est possible, pour comprendre l'impact qu'aura la thermique de mon outillage sur le moulage de ma pièce, d'implémenter des informations supplémentaires. Ces informations supplémentaires seront notamment le circuit de régulation et le bloc moule qui est possible d'intégrer dans la simulation rhéologique Molflow. Mais avant, comment savoir si ça vaut le coup d'intégrer la thermique? Parce qu'intégrer la thermique va demander un travail de mise en données supplémentaire et donc va demander un petit peu plus de temps de préparation pour lancer le calcul. Également, un calcul de thermique peut coûter plus long, peut provoquer un coût un petit peu plus long de mon temps de calcul global. Donc il faut vraiment savoir si ça vaut le coup d'investir ce temps dans la modélisation de la thermique. Et pour ça, il y a une méthode très simple qui est vous optimisez votre pièce, donc c'est-à-dire que vous figez le design de votre pièce, vous figez votre position du point d'injection ainsi que le design de votre alimentation et vous lancez un calcul en remplissage, compactage, gauchissement. Si c'est par exemple la déformation qui va vous intéresser, vous allez visualiser la déformation. C'est ce que l'on a sur l'image en bas à gauche du slide ici où on a un moule isotherme. Et donc là, bien, on constate la déformation de ma pièce avec un moule isotherme. Donc c'est-à-dire que là, c'est ma déformation avec une thermique parfaite. À la suite de ça, vous lancez un calcul de thermique très simple. Donc vous avez un outil dans l'onglet géométrie de Molflow qui est circuit de régulation, il me semble, et qui va vous permettre de créer un circuit très rapide qui va être un quadrillage au-dessus et en dessous de votre pièce. Donc là, on va dire qu'on est en thermique simplifiée. Cette thermique, on va dire que c'est la plus simple possible parce que ça s'agira seulement d'un quadrillage en haut et en bas de votre pièce. Et vous lancez un calcul thermique, remplissage, compactage, déformation. Et donc là, vous visualisez la déformation suite à l'implémentation de cette thermique simple. Si vous constatez une différence majeure, comme c'est le cas sur ce slide, où je vois que sur mon moule isotherme, ma déformation semble stable, et sur ma thermique simple, j'ai un effet boîte significatif qui est provoqué. Eh bien, à ce moment-là, ça signifie que votre thermique a bel et bien un impact qui est majeur sur la déformation de votre pièce, et par conséquent, ça vaut le coup de venir optimiser la thermique de votre outillage, et donc d'aller un petit peu plus loin dans votre modélisation, et donc de prendre le temps d'implémenter la thermique, de l'optimiser et de lancer différents calculs de thermique sur Molflow. Aussi, vous allez avoir un autre outil pour essayer de constater quel est l'impact majeur sur votre déformation, qui est isoler les causes du gauchissement. Donc avec cet outil-là, vous lancez votre calcul thermique, remplissage, compactage, gauchissement avec vos circuits simplifiés. Vous cochez la case dans les paramètres process, isoler les causes du gauchissement. Et cela va vous donner, par rapport à votre déformation, la composante qui va être due au refroidissement différentiel, au retrait différentiel, à l'orientation différentielle. Donc là, sur l'exemple, je veux, par exemple, optimiser mon effet boîte. Je vois que mon effet boîte, il est surtout provoqué par le refroidissement différentiel. Donc ça signifie qu'ici, pour optimiser mon effet de boîte, eh bien, il faut que je travaille sur la thermique de ma pièce. Néanmoins, si j'avais vu
que mon impact majeur aurait été sur le retrait, eh bien, ça aurait signifié qu'il aurait fallu que je travaille plutôt sur la phase de compactage de ma pièce. Si j'aurais vu que l'impact majeur aurait été sur l'orientation différentielle, eh bien, ça signifie que j'aurais dû surtout jouer sur la position de mon point d'injection, car l'orientation différentielle va surtout définir l'impact qu'a l'orientation, notamment de vos fibres de verre si vous avez une matière fibreuse, sur la déformée de la pièce. Donc maintenant qu'on a vu comment on pouvait lancer, enfin les différents types de calculs isothermes que l'on peut lancer et comment dissocier si c'est nécessaire, enfin comment déterminer plutôt si c'est nécessaire d'intégrer la thermique ou non dans l'outillage. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que c'est que la thermique dans un outillage d'injection plastique et voir un peu ce qu'on a le droit, enfin les possibilités qu'offre Molflow en termes d'intégration d'informations vis-à-vis de la thermique d'un moule. Alors, la thermique dans l'outillage, très rapidement, ça permet notamment de venir optimiser la déformée de la pièce, son aspect, ses contraintes, son taux de cristallinité. C'est-à-dire que l'objectif, ça va être d'homogénéiser la température de l'acier qui est en contact avec ma pièce injectée, de manière à pouvoir stabiliser le plus possible son injection, ses contraintes, sa déformation, son aspect visuel. Également, l'autre impact que va avoir la thermique, c'est le temps de cycle. Donc évidemment, si on veut venir optimiser un temps de cycle, eh bien, il est nécessaire également de venir optimiser le système de régulation de l'outillage. En termes de système d'intégration, de système de régulation que l'on va avoir le plus couramment, on peut avoir les circuits de régulation standard où là, c'est un perçage dans notre outillage et dans cette perçage, on fait passer un fluide caloporteur. Donc ce système-là peut être intégré sur Molflow. Ensuite, il va y avoir les différents types de puits, puits fontaine ou puits lame, qui vont venir surtout être utilisés pour réguler l'intérieur du noyau. Donc ça également, c'est quelque chose que l'on peut intégrer sur Molflow. Et enfin, on a la possibilité d'intégrer des inserts pour venir réguler un moule. À l'intérieur, par exemple, d'un noyau aussi, on peut, sur Molflow, intégrer, par exemple, un insert en cuivre beryllium pour voilà, regarder comment ça va se passer au niveau des échanges thermiques entre le cuivre et le plastique. Donc, toutes ces possibilités sont intégrables dans Molflow et je parlerai à la toute fin de possibilités supplémentaires, notamment vis-à-vis du conformal cooling et du heat and cool. Maintenant, petit rappel des données nécessaires pour la simulation de thermique. Donc là, je vais surtout évoquer ce dont on a besoin pour venir faire tourner une simulation thermique sur Molflow. Donc on va avoir besoin notamment de trois informations principales, les données matières, la géométrie de la régulation et le type de fluide caloporteur. Les données matières, je vais juste passer ça en revue rapidement. Il y a quelques données dans notre fiche matière qui sont besoin d'être rentrées avec précision si on veut déterminer avec précision l'impact qu'aura la thermique dans la déformation et le remplissage de notre pièce. On a ensuite également besoin de la géométrie de la régulation. Donc cette géométrie, on va pouvoir soit la dessiner sur Molflow, soit l'intégrer à partir d'une CAO. Donc on peut travailler à partir de courbes IGES intégrées sur Molflow, ou bien on peut travailler à partir de circuits modélisés en 3D. Et d'ailleurs, cette méthode-là est obligatoire dans le cadre où on veut lancer une thermique avec du conformal cooling. Et enfin, on a le fluide caloporteur qui, lui, doit être caractérisé. Donc, il faut juste savoir quel type de fluide on va vouloir utiliser pour réguler notre outillage. Donc, est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de l'eau avec de glycol? Ou est-ce que c'est de l'huile? Et tous ces différents types de fluides, forcément, vont avoir un impact différent sur le niveau de régulation de mon outillage. Au niveau des données matières, donc pour revenir rapidement là-dessus, il faut absolument que la conductivité thermique et la chaleur spécifique soient caractérisées si on veut quelque chose d'extrêmement précis. Donc sur Molflow, sur les fiches matières, le cas le plus défavorable va être qu'il n'y aura qu'un seul point déterminé dans ces graphes. Donc c'est-à-dire que la conductivité thermique et la chaleur spécifique de votre matière, dans le cas où c'est le moins bien caractérisé, seront constantes, peu importe la température que vous appliquez sur votre matière. Et dans ces cas-là, il faudra prendre du recul vis-à-vis des résultats que vous restituera le logiciel quant aux différents temps de cycle indiqués, déformations, etc. En revanche, si vous avez des courbes qui sont parfaitement décrites, eh bien vous serez beaucoup plus proche de la réalité vis-à-vis de votre simulation. Ensuite, pour venir intégrer la géométrie. Donc, comme je disais, on peut intégrer des courbes IGES, des circuits 3D et les éléments du moule 3D. À savoir qu'avec Molflow, vous avez accès à un outil qui est Fusion et qui va vous permettre de venir chercher la régulation directement en un clic.
là j'ai mon outillage, je peux venir isoler sur mes différentes plaques les circuits de régulation. Donc là, c'est l'opération que je suis en train de réaliser. Et on va avoir un outil qui va s'appeler volume fluide. Cet outil volume fluide va me permettre de créer le positif de mes circuits de régulation. Voilà, je les ai ici. Ensuite, ce positif, je peux venir le basculer dans Molflow. Donc sur Fusion, vous avez un bouton, voilà, Molflow, qui permet de faire le switch entre l'outil de CAO qui est Fusion et l'outil de simulation qui est Molflow. Et ensuite, une fois sur Molflow, on a la possibilité de venir caractériser ces volumes comme étant des circuits 3D. Et une fois que c'est caractérisé, on a un outil dans l'onglet géométrie, courbe, et on a ligne centrale, voilà, qui va me permettre de venir convertir ces circuits en ligne IGES. Et ainsi, je peux les mailler via des éléments poutres. Le fluide caloporteur, ensuite, peut être défini sur Molflow. Le fluide caloporteur, soit vous avez la possibilité de venir le chercher dans la bibliothèque qui est déjà disponible, mais il faut savoir que vous pouvez parfaitement venir caractériser votre fluide caloporteur à condition que vous connaissez sa chaleur spécifique, sa conductivité thermique et ainsi que sa fluidité vis-à-vis des pertes de charge que vous aurez dans vos circuits. Sinon, bon, globalement, vous avez quand même une bibliothèque de fluides très dense. Et bon, en règle générale, les utilisateurs trouvent ce qu'ils veulent dans la bibliothèque. Et une fois que vous avez choisi le type de fluide, eh bien, il vous reste à déterminer le débit, les points d'entrée et sortie par rapport à votre circuit pour pouvoir faire tourner la simulation. Pour le débit, vous allez pouvoir rentrer soit un débit, et dans ce cas-là, suite à la simulation, il vous restituera un nombre de Reynolds qui vous permet de définir le type d'écoulement que vous avez, si c'est laminaire ou turbulent. Ou alors, c'est l'inverse, vous déterminez un nombre de Reynolds et à la fin, il vous restitue le débit nécessaire pour atteindre cet objectif du nombre de Reynolds. Pour rappel, afin d'être efficace, il est conseillé d'avoir un nombre de Reynolds qui est égal à 10 000 dans vos circuits de régulation. Maintenant, Molflow et la thermique, donc là, ça va être la grosse partie de ce webinaire. Je vais définir quelles sont les différences entre la thermique BEM et la thermique FEM, et également quels sont les différents types de résultats que l'on peut obtenir via un calcul de thermique réalisé en BEM ou un thermique en FEM. Alors, hop. Entre les deux, thermique BEM et FEM, on va avoir pour chacun des avantages et des inconvénients. La thermique BEM, donc BEM pour Boundary Element Method, va utiliser la méthode en français des éléments limites et on peut venir sélectionner ce type de calcul via la séquence thermique du moule. L'avantage de la thermique du moule, BEM, ça va être que c'est très facile à mettre en œuvre. On peut lancer un calcul de régulation extrêmement rapidement et les résultats sont moyennés dans le cycle. Alors moi, je vois ça comme un avantage, c'est-à-dire que les résultats qu'on va venir vous restituer seront les résultats moyens de thermique dans la totalité du cycle de votre injection. Alors, on va me dire, oui, mais dans ce cas-là, on ne peut pas regarder les résultats progressivement au long du cycle. Alors oui, mais par contre, en fait, la moyenne dans le cycle, les résultats moyens dans le cycle, ça va permettre de voir tout de suite où sont les points chauds, où sont les points où j'ai trop de calories, quels sont les points que j'ai du mal à refroidir en moyenne sur la totalité de mon cycle d'injection. Et par conséquent, je sais tout de suite quelles sont les zones que je dois venir réguler plus efficacement. Les limites, par contre, de cette méthode par élément limite, c'est que ça va prendre ça va prendre plus de temps à converger. Donc, c'est-à-dire que le temps de calcul de la thermique va être plus long, de la séquence thermique sera plus longue. Et également, c'est globalement moins précis que le FEM. Ça sera globalement moins précis, notamment si vous comptez utiliser des aciers spécifiques dans votre outillage. Maintenant, la méthode FEM pour Finite Element Method, donc la méthode des éléments finis. L'avantage que ça va avoir, c'est qu'on va pouvoir converger beaucoup plus rapidement. Donc, c'est-à-dire que là, les temps de calcul sont plus rapides à tourner. Et aussi, on va aller plus loin dans la possibilité de nos analyses. C'est-à-dire que le FEM va nous offrir la possibilité d'analyser la thermique moyenne dans le cycle,
ou alors transitoire, c'est-à-dire que là, on va pouvoir vraiment visualiser pas à pas l'évolution de la thermique dans un cycle d'injection. Et je peux également venir analyser les résultats thermiques sur plusieurs cycles, pour voir notamment le temps que va prendre mon outillage pour être stabilisé dans le temps, en thermique. Et la limite qui est principale, c'est qu'au niveau de la mise en donnée, c'est potentiellement plus long. Parce que là, on va voir qu'il faut venir intégrer obligatoirement un 3D moule. Ce 3D moule, il faut le mailler en éléments tétraédriques et ensuite, on peut venir lancer notre calcul. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Dans les deux cas, l'équilibre des températures est calculé via l'équation de Laplace, qui est la suivante. Donc, dans cette équation de Laplace, on va visualiser, on va calculer l'évolution de la température dans l'axe x, y, z. Donc, en fait, ça va nous permettre de calculer l'évolution thermique dans les trois directions de notre moule. Cette évolution thermique sera considérée dans un volume donné. Le volume donné étant l'outillage, le moule que l'on a rentré dans notre simulation. Et dans ce volume donné, on va venir calculer ces échanges thermiques en x, y, z selon des points. Et ces points, c'est ça qui va différencier, qui va nous permettre de distinguer le calcul BEM du calcul FEM. Pour le calcul BEM, donc pour les éléments limites, eh bien, les points de calcul dans notre thermique seront définis par des cellules. Ces cellules, on peut venir en définir la taille. Bon, par défaut, c'est une valeur 20 de 20. Donc là, c'est un rapport de forme par rapport au volume total que vous entrez dans MolFlow. Et donc, ça va permettre de venir calculer l'évolution thermique dans ces cellules qui définissent votre pièce et votre outillage. Et donc, ces cellules, vu qu'elles sont plutôt grandes, c'est pour ça que le calcul peut mettre plus de temps à converger que le calcul par élément fini. Les points pour le calcul par élément fini vont être des éléments du maillage. Donc, dans la thermique FEM, comme je vous ai dit, on va intégrer un moule. Ce moule, on va venir le mailler. Et donc, on va venir calculer point par point du maillage l'évolution de la thermique. Et de ce fait, eh bien, le calcul met beaucoup moins de temps à converger. Donc, c'est pour ça qu'il est plus rapide à simuler. Par contre, comme je disais, il met un petit peu plus de temps à être mis en donnée parce qu'on doit du coup importer le moule et le mailler. Un bloc moule et le mailler. Donc globalement, ce que je disais tout à l'heure, voici ce qu'on va avoir en termes de différence de temps de calcul, avec un calcul BEM standard, qu'on mette une enveloppe ou non. Donc une enveloppe dans un calcul BEM, c'est les contours du moule. On peut définir éventuellement les contours du moule. Pour une simulation donnée, on va être sur 15 minutes de temps de calcul, alors que pour un calcul FEM, on va être sur 9 minutes de temps de calcul. Donc on arrive à gagner tout de même un temps qui est significatif en termes en pourcentage de temps de calcul gagné. Mais par contre, comme je dis, le FM va prendre plus de temps à être mis en donnée. Donc, pour vous, si vous devez choisir entre BEM et FEM, il faut évaluer en vous demandant ce dont vous avez besoin en termes de résultats. Est-ce que le résultat moyenné dans le cycle me suffit? Dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement lancer un BEM. Et après, est-ce que j'ai un système complexe et par conséquent, je vais mettre énormément de temps à rentrer mes moules, à rentrer mon maillage de moules et bon, je vais par contre gagner ce temps perdu dans le temps de calcul. Ou alors, est-ce que j'ai un système simple à mettre en données? Donc, le calcul BEM peut faire en sorte que vous rentrez un temps, une modélisation plutôt simple, mais par contre, vous aurez un temps de calcul plus long. Donc, c'est ça, en fait, sur quoi vous allez devoir jouer. C'est à la fois le type de résultat que vous voulez à la fin et aussi la balance que vous évaluez entre le temps de préparation et le temps de calcul. Maintenant, pour les résultats du calcul BEM, pour la mise en donnée du calcul BEM, on va pouvoir rentrer différents éléments. Donc, comme je le disais, on va rentrer les courbes de régulation via donc les courbes IGES. Ces courbes, on va les mailler. Et après, éventuellement, on peut venir rentrer une enveloppe moule pour définir les limites de mon bloc outillage. Si vous ne définissez pas ces limites, eh bien, MolFlow va émettre l'hypothèse que tout ce qui se trouve autour de la pièce, c'est un élément du moule. Donc là, ça se fait en 3 étapes et c'est plutôt très rapide. Suite à ça, vous pouvez lancer votre calcul. Également, une petite astuce qui existe pour vérifier si vous avez correctement maillé votre élément de régulation, c'est lancer un calcul coulante fluide.
coulante flow que l'on voit ici dans cette séquence d'analyse. Il va lancer un calcul très rapide. Là, la vidéo, elle est prise en direct. Le calcul, on le voit, prend 1 minute. Et ensuite, il vous indique les résultats et vous pouvez notamment visualiser l'écoulement de votre fluide dans vos circuits. Donc là, il n'y a pas de calcul d'échange thermique, il fait juste un calcul d'écoulement du fluide dans vos éléments poutres. Et si vous voyez qu'il aboutit à un résultat, c'est que vous n'avez aucun souci dans votre circuit de régulation vis-à-vis de la modélisation. Et là, vous pouvez ensuite lancer votre calcul de thermique complet. Et si vous voyez que vous avez une problématique, eh bien, vous pouvez ensuite venir la corriger. Pour la thermique BEM, les résultats, comme je le disais, seront des résultats qui sont moyennés dans le cycle. Donc, on va voir une liste de résultats que l'on a à gauche, dans laquelle on veut visualiser notamment voilà, les débits d'écoulement dans vos circuits de régulation. On peut venir visualiser la température de l'acier en contact avec votre pièce. On peut venir visualiser les pressions qu'il y a dans vos différents circuits. Et tous ces résultats-là, comme on le voit dans la vidéo, sont moyennés dans le cycle. Donc là, par exemple, quand je regarde la température d'écoulement de mon fluide caloporteur, c'est la température moyenne dans la totalité de mon cycle d'injection. On a également voilà, la possibilité, comme je le disais, de venir visualiser la température du moule. Donc là, dans mon exemple, je vois que mon noyau, à l'intérieur de ma pièce, monte énormément en température, ce qui est susceptible de provoquer l'effet de coin que j'évoquais au départ. Maintenant, pour le calcul de thermique FEM. Le calcul de thermique FEM, on va avoir la même possibilité de mise en données, c'est-à-dire qu'il faut intégrer la courbe de régulation, la mailler, déterminer les entrées et les sorties du fluide, mais également on va devoir rentrer le bloc moule. Donc le bloc moule, ça doit être un bloc 3D que l'on peut venir rentrer directement dans MolFlow. Ce bloc, vous pouvez le rentrer à partir de la CAO initiale, donc je vous conseille tout de même de venir simplifier du moule, ou bien vous pouvez le créer directement sur MolFlow. Sur MolFlow, vous avez une option qui est créer un composant du moule. Si vous cliquez dessus, il va vous demander, une fois que vous êtes en thermique FEM, vous cliquez sur créer les composants du moule. Une fois que vous avez cliqué dessus, il va vous proposer de venir rentrer le bloc de l'outillage. Voilà. Et ce bloc, on va avoir une option qui va nous permettre de l'intégrer en tant que moule CAO. Alors ça va fonctionner à condition que vous avez gardé les CAO initiales dans les couches de votre modélisation sur MolFlow. Donc vous aviez conservé la couche de la CAO de base de votre pièce, les lignes IGES initiales de votre système d'alimentation et de vos systèmes de régulation. Et à partir de là, il vous propose de créer un bloc moule CAO, où en fait il fait un bloc moule avec automatiquement une opération booléenne de vos régulations et de votre pièce. Et donc là, vous n'avez plus qu'à mailler ça en 3D en cliquant sur maillage du moule dans l'onglet maillage, et il vous maille le tout en 3D. Donc là, c'est quand même une méthode qui reste très simple à utiliser pour lancer un calcul FEM. Si vous n'avez pas la possibilité d'intégrer un moule CAO, eh bien, vous devriez faire cette méthode-là qui est constituée de 3 étapes. C'est dans un premier temps générer une enveloppe de moule. Cette enveloppe de moule, vous allez devoir coudre les interfaces de contact une fois que vous avez réalisé le maillage surfacique et ensuite générer un moule 3D. Donc ça se fait en 3 étapes. Le temps de maillage est légèrement plus long. Donc c'est pour ça que moi, le plus possible, je vous conseille plutôt de conserver les CAO de base de la pièce, de vos régulations et de votre alimentation et de créer directement un bloc CAO via l'outil que j'ai montré précédemment parce que vous n'avez qu'une seule ensuite opération à réaliser, c'est le lancement du maillage 3D et puis c'est terminé. Ensuite, le calcul FEM, lui, son avantage, comme je disais, c'est que vous allez avoir plusieurs possibilités en termes de résultats. Vous pouvez lancer comme le BEM moyenné dans le cycle. Là, l'avantage sera notamment que votre calcul FEM sera plus court. Le transitoire dans le cycle, où là, on va pouvoir voir l'évolution de la température tout au long d'un cycle d'injection. Ou alors, vous avez l'option transitoire à partir du démarrage de la production, où là, vous allez pouvoir voir l'évolution de votre température au fil de cycles successifs. Donc, notamment ici, moyenné dans le cycle, il va vous donner une photographie de tous vos résultats que j'ai introduits précédemment en moyenne dans le cycle. Et donc là, notamment, vu qu'on a intégré un bloc moule, eh bien, je peux faire une vue en coupe de mon bloc moule et voir en moyenne comment sera la température de mon bloc moule sur mon cycle d'injection. Et donc là, je constate notamment que mes puits
ne permettent pas de venir réguler correctement les zones qui sont vraiment au fond de mon noyau. Ensuite, on a transitoire dans le cycle, où là, comme on peut le voir sur l'animation, on voit l'évolution de la température sur toute la longueur du cycle d'injection. Et enfin, on va avoir, depuis le début de la production, où là, je vais visualiser la montée en température. Là, j'ai déterminé un capteur de température au fond de ma pièce au cours des cycles successifs. Et donc là, on peut déterminer de lancer, par exemple, 20, 30, 50 cycles de temps de calcul de thermique. Et comme ça me permet de déterminer à partir de combien de cycles j'ai stabilisé en température. Alors évidemment, pour le FEM, on va avoir des temps de calcul significativement différents en fonction du type de résultat que l'on veut au final. Donc notamment FEM moyenné dans le cycle, eh bien on va avoir pour un même modèle un temps de calcul ici de 9 minutes. Pour du FEM transitoire, c'est-à-dire on va avoir un seul cycle de simulé, un seul cycle complet. On voit donc l'évolution de la température en fonction d'un cycle d'injection. Et bien là, pour ce même modèle, ça va prendre 55 minutes. Et par contre, c'est le plus long. Pour avoir un calcul thermique tout au long d'un cycle, tout au long d'une production, c'est-à-dire en lançant par exemple 50 cycles de thermique pour voir à partir de combien de temps je stabilise, et bien là, mon calcul va prendre 660 minutes, ce qui fait beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte aussi lorsqu'on va vouloir lancer le résultat. Alors sachant qu'ici, j'ai lancé mes calculs sur mon PC local, serait peut-être à voir si par l'utilisation des calculs cloud Autodesk, on peut venir gratter du temps de calcul via notamment le FM pour le démarrage de production. Pour aller plus loin, il est possible de simuler une injection en amont du calcul de thermique FM. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un calcul de thermique plus précis et encore plus abouti. Il faut savoir que le calcul de thermique, lorsqu'il lance sa séquence thermique, quand vous avez modélisé vos régulations, etc., l'hypothèse, c'est qu'il va considérer que votre matière, que votre pièce, elle est remplie à la température d'injection déterminée. Donc, c'est-à-dire que là, quand j'ai mon calcul, si je prends ici, par exemple, lorsqu'il lance son calcul de thermique, eh bien, il va considérer, si j'ai déterminé une température d'injection de 220 degrés, que lorsqu'il lance sa séquence de thermique, la température de ma cavité, de ma matière, est à 220 degrés, c'est-à-dire à la température d'injection que j'ai déterminée. Sauf qu'en réalité, c'est faux. En réalité, pour être vraiment précis, vous allez injecter à 220 degrés, sauf que votre matière, elle va avoir de l'auto-échauffement, elle va avoir des points de froid, et donc elle ne sera pas complètement homogène dans votre pièce. Et donc, vous avez la possibilité, dans les paramètres process, paramètres du solver thermique FEM, de lancer une analyse de l'écoulement à chaque itération. Donc, ça signifie qu'avec cette option, avant de lancer votre calcul de thermique, il va faire un calcul de remplissage pour pouvoir déterminer les points d'auto-échauffement de votre matière, les points de refroidissement également. Et ensuite, il va lancer la thermique à partir de ces résultats-là. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de faire une séquence d'analyse thermique, remplissage, compactage, gauchissement, il va faire une séquence d'analyse remplissage, thermique, remplissage, compactage, gauchissement. Donc enfin, là c'est l'exemple, si je reprends mon exemple de départ, qui est donc ma cuve de radiateur, on peut constater qu'avant optimisation, j'ai lancé ici avec un quadrillage simple de régulation. J'ai une température moule à cœur dans mon noyau extrêmement forte qui provoque par conséquent un effet boîte significatif sur ma pièce. Après optimisation, à l'aide du coup de cet outil de simulation de thermique, j'ai pu déterminer des pluies, des débits optimisés, ce qui me permet, on le voit, de réguler un petit peu plus efficacement mon noyau et à la fin d'avoir mon gauchissement qui est stabilisé. Je vois que mon gauchissement, à l'aide de mes puits et de mon optimisation, est beaucoup plus stable et j'ai beaucoup moins cet effet boîte visible sur ma pièce. Donc globalement, lorsque vous allez optimiser votre thermique, eh bien, vous allez toujours partir de votre thermique parfaite. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est systématiquement lancer un calcul sans la thermique. Comme ça, vous avez votre objectif final en termes de déformation. Vous savez que si vous ne modélisez pas la thermique,
ça sera cette déformation que vous obtenez avec la thermique parfaite qui est votre cible, qui est la déformation la meilleure possible que vous obtiendrez, même avec, on va dire, une thermique énormément optimisée. Et ensuite, eh bien, vous optimisez petit à petit votre thermique pour essayer de retrouver ce que vous avez obtenu en termes de résultats sur votre thermique parfaite. Comme je disais au départ, on va terminer bientôt cette présentation, il y a énormément d'autres cas spécifiques qu'on peut venir modéliser en termes de thermique sur lesquels là je ne vais pas trop m'attarder. Néanmoins, voilà, pour information, vous avez aussi la possibilité, via l'implémentation dans votre modèle des circuits en éléments 3D, vous avez la possibilité de venir créer une simulation de conformal cooling dans lequel là il va réellement faire un calcul CFD d'écoulement de fluide pour voir comment s'écoule votre fluide caloporteur dans votre circuit de régulation en conformal cooling et l'impact que ça va avoir ainsi sur votre pièce et donc du coup votre remplissage, votre compactage et votre déformation. Et également, on peut aller encore un petit peu plus loin où on peut modéliser des systèmes heat and cool, donc avec voilà, les crayons chauffants, des résistances qui vont venir chauffer à très forte température l'empreinte de votre moule pour avoir un remplissage le plus fluide possible et ensuite refroidir de manière très brutale votre moule pour la partie compactage et déformation. Donc ça aussi, c'est un système que l'on peut modéliser sur Molflow. Donc, j'ai terminé avec ce tour d'horizon. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible par rapport au calcul de thermique. Donc, ce que l'on a vu, c'est notamment les différences, la grosse différence qu'on a entre le calcul BEM et le calcul thermique FEM. Donc, pour rappel, BEM ça prend peu de temps à mettre en données, mais les calculs peuvent être plus longs. Et on a des résultats moyennés dans le cycle. Calcul FEM, ça prend plus de temps à mettre en données, les calculs peuvent être plus rapides et on peut avoir différents types de résultats, résultats moyens dans le cycle, transitoires et à partir du départ de la production. Et également, on a vu les différents résultats, donc que tout ça peut venir nous restituer. Alors, j'ai terminé. Je vous remercie de cette écoute, de votre écoute durant le webinaire. Et maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans voilà, la liste des questions et je vais tâcher d'y répondre. Alors, j'ai une question qui est par rapport au maillage du moule. Est-ce qu'il y a un intérêt de mailler le moule finement comparé à la pièce? Alors non, moi je dirais qu'il n'y a pas d'intérêt à mailler le moule plus finement qu'est le maillage de la pièce, sachant que ce qu'il va faire de toute façon, c'est venir calculer les échanges thermiques en fonction soit d'élément par élément ou alors d'agrégation de maillage. Donc ça, c'est en fonction des différentes options que vous déterminez lorsque vous lancez le maillage du moule et du bloc moule. Mais globalement, non, en tout cas, on ne va pas gagner énormément de choses en maillant très finement l'outillage. Même, je dirais que éventuellement, ce qu'il faut essayer d'optimiser, c'est plutôt le maillage en contact avec l'empreinte, le mailler à peu près aux mêmes dimensions que le maillage de la pièce, que les éléments qui sont en contact avec la pièce. Et après, petit à petit, grossir le maillage, plus on s'éloigne de la cavité, parce que bien, c'est des éléments où là, les échanges thermiques vont peut-être un petit peu moins nous intéresser. Et ça peut nous permettre notamment de venir gagner en temps de calcul. Alors, le calcul FEM transitoire dans le cycle. Donc, le calcul FM. Alors, j'ai une autre question, je vais lire la question pour éviter de répondre dans le vide. Donc, il y a une autre question qui est en calcul FM transitoire dans le cycle, est-ce en début de production ou en outillage stabilisé? Donc, c'est-à-dire le calcul transitoire, pour rappel, c'est le calcul qui va venir nous permettre de visualiser l'évolution de la température sur un cycle d'injection. Et bien là, la réponse, c'est que ce cycle, il est déterminé au début de la production. Il n'est pas du tout déterminé en outillage stabilisé. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez lancer un calcul transitoire, c'est au début de la production. C'est vraiment le premier cycle que vous allez modéliser. Et donc, si vous voulez vraiment voir l'évolution en stabilisé, et bien dans ce cas-là, il faut venir
soit lancer, alors là je pense à deux voies, soit lancer du transitoire en début de production et là du coup ben, prendre le temps de lancer le calcul très long mais qui permet de voir l'évolution de la température jusqu'à la stabilisation, ou alors vous pouvez forcer la chose en déterminant notamment des températures de départ autres que la température ambiante. C'est-à-dire que vous pouvez aller sélectionner les éléments qui constituent votre outillage et dire au lieu qu'au tout début de ma simulation transitoire, eh bien c'est à 20 degrés, eh bien faire le test de voir ce qui se passe si vous le déterminez, bah, c'est plutôt à 60 degrés. Et comme ça, vous mettez en données votre modèle de transitoire dans le cycle comme si c'était stabilisé. C'est quelque chose qui serait, je pense, à creuser à ce niveau-là. Alors j'ai une question. J'ai une autre question qui est, est-ce que vous pouvez venir remontrer l'extraction des canaux sur fusion? Tout à fait. Alors pour ça, il faut que je remonte dans mon PowerPoint. Ici. Ok, alors l'extraction, elle se fait en 3 étapes. La première étape, c'est vous avez votre bloc moule volumique. Il faut aller dans l'outil de conception surfacique de fusion et poser des faces de fermeture sur les entrées et sorties du fluide. Donc là, vous avez voilà vos entrées. Vous posez sur chacune des entrées et sorties, ce que je suis en train de faire dans la vidéo, des faces de fermeture. Ça, c'est pour venir isoler les régulations à l'intérieur. Après, vous sélectionnez votre bloc moule et les faces de fermeture qui vont avec. Hop, voilà, le bloc moule et les faces de fermeture que vous avez modélisées. Et ensuite, une fois que tout ça c'est sélectionné, vous allez dans l'outil volume fluide. Voilà. Et vous lui demandez une extraction interne. Et en fait, là, c'est tout le volume négatif interne à votre corps qui va venir rendre positif. Et donc en résultat, bah, ça donne voilà, le circuit de régule. Et après, bah, ce circuit de régulation-là, vous l'importez sur Molflow. Et sur Molflow, il y a l'option, comme je l'ai montré tout à l'heure, dans l'onglet géométrie, il y a une option courbe, ligne centrale, pour pouvoir extraire les lignes centrales voilà, des systèmes de régulation. Alors voilà pour les questions. Il n'y a pas d'autres questions a priori. Donc on est bon. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre écoute durant ce webinaire. Je vous souhaite à tous du coup de passer une bonne fin de matinée et un bon week-end et je vous dis à une prochaine fois pour soit d'autres présentations ou au support technique. Au revoir à tous.